Centre-ville de Trois-Rivières, un jeudi midi fin août. La rue principale est presque déserte. Les terrasses sont vides. La pénurie de main-d'œuvre oblige plusieurs commerces à diminuer leurs heures d'ouverture. Ici, comme dans bien des endroits au pays, la pandémie a fait mal. Moi, je trouve pas ça normal qu'en pleine haute saison touristique, des restaurants soient fermés le lundi, le mardi, parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. En plein mois d'août, on n'a jamais vu ça à Trois-Rivières. Trois-Rivières est une des villes où les revenus sont les plus bas au Canada. Ville à vocation ouvrière, elle s'est bâtie sur le secteur des pâtes et papiers. Le revenu moyen, c'est les gens qui travaillent dans des usines. C'est des gens qui travaillent souvent au salaire minimum à 13,50 $, qui sont en bas du seuil de pauvreté, en fait. Donc, je pense qu'il faut prendre en considération la démographie de la ville de Trois-Rivières, qui est justement ouvrière. Et il ne faut pas nier ces fondements ouvriers de la ville de Trois-Rivières. Et il faut en être conscient pour prendre des actions concrètes. Le lendemain des élections, là, la personne qui sera élue devra se relever les manches et miser sur quoi? Miser sur quoi? Bien, il y a un chiffre qui est important à retenir pour Trois-Rivières. Sur les 338 circonscriptions, Trois-Rivières se classe 7e au niveau du faible revenu par ménage. Donc, la chose qu'il faut considérer, il ne faut pas considérer les choses sur une trop grande échelle, comme on le fait trop souvent au niveau fédéral, mais il faut se concentrer sur les enjeux qui appartiennent à Trois-Rivières. Un des problèmes de la ville, la 9e en importance dans la province, c'est qu'elle peine à attirer les immigrants. Trois-Rivières n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une ville cosmopolite. Est-ce que cette ville aurait intérêt à attirer davantage d'immigrants et comment? Oui, moi, je pense que c'est un des défis majeurs. Je suis pas nécessairement d'accord avec la phrase selon laquelle Trois-Rivières n'est pas nécessairement une ville cosmopolite parce que l'Université du Québec à Trois-Rivières joue un rôle majeur à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle attire beaucoup d'étudiants étrangers, des gens de l'Afrique de l'Ouest, des gens de la Réunion, des gens de l'île Maurice. Donc, il y a quand même un attrait. Il y a certains programmes à l'UQTR qui attirent plusieurs étudiants étrangers et ça crée déjà au moins une présence. Alors ça, c'est significatif. On est en migration d'une population plutôt âgée et il n'y a pas beaucoup de milieux et après ça, il y a beaucoup plus de jeunes. Mais... Des étudiants. Absolument. L'université est un immense pôle d'attraction. Un pôle d'attraction qui contribue à changer le visage de la population et à diversifier ses secteurs économiques. Ça, c'est une partie des interventions qu'on a faites. On a rénové le centre-ville, on s'est mis plus beau, on a animé. Et l'amphithéâtre, c'est une pièce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, si on fait les mêmes choses que les autres municipalités, on ne se démarque pas. Moi, je veux que Trois-Rivières se démarque. On veut qu'on soit reconnu comme une ville qui se démarque, qui a une vision. Et l'amphithéâtre, c'est une pièce d'équipement qui est unique et qui fait en sorte qu'on attire des gens de l'extérieur à cause de l'amphithéâtre, mais qui viennent découvrir aussi la beauté de notre centre-ville, la qualité de nos citoyens, la qualité de nos commerces, comment on est accueillant. Et ça a changé l'image de Trois-Rivières d'une façon à travers le Québec, là. C'est vrai que Trois-Rivières est une population vieillissante, évidemment, puis ça, les chiffres nous le disent. Mais on n'est plus non plus la ville où on comptait beaucoup de chômage et beaucoup de pauvreté. Il y a une époque où on était peut-être à 15, 16, 17 % de taux de chômage, même 20 % à certains moments dans les années 80, début 90. Et aujourd'hui, on est encore en bas de 3, 4, 5 % des fois. Donc ça va très bien au niveau de l'emploi, même si on conserve cette image de ville pauvre peut-être, mais ça ne se traduit pas sur le terrain. Ça demeure une image qui appartient peut-être à une autre époque. On le voit présentement, les gens reviennent à Trois-Rivières, la qualité de vie, elle est là. Alors, autant vous parlez d'immigration, mais avant, les Québécois et Québécoises avaient une vision négative de Trois-Rivières. Alors, déjà, on a changé ça. On a vu, parce qu'à la fusion municipale, la ville est en décroissance. Et les projections des 8 prochaines années donnent une ville en décroissance. Et suite à ces investissements-là, cette vision-là, la ville est en croissance au niveau vraiment exponentiel, au niveau de la population, et au niveau de l'immigration, la même chose. Alors, si, comme Québécois, tu n'avais pas le goût de venir dans la région, alors imaginez-vous, comme immigrants, on n'avait pas grand monde qui vendait notre produit. La circonscription a dû s'adapter, premièrement. Alors, c'est même pas voulu, hein? C'est a dû s'adapter, se transformer. On arrive aujourd'hui avec beaucoup de nouvelles technologies, un milieu d'innovation, un milieu qui est plus de services, je dirais également. Évidemment, la manufacturation a baissé, les usines de pâtes et papier sont soit disparues ou quelques-unes fonctionnent encore, mais assurément, là, le portrait économique et conséquemment social de la circonscription a beaucoup changé.
C'est devenu une ville qui mise beaucoup sur sa vitalité culturelle aussi pour attirer les gens. Tu sais, chaque ville a un peu une étiquette. À Trois-Rivières, ici, on a un festival international de poésie, on a un festivois, qui est le festival musical majeur, des biennales de sculpture et d'art contemporain. Donc, il y a tout ce qu'il faut là, pour rendre non seulement la vie économique intéressante à Trois-Rivières, c'est-à-dire que des gens peuvent se trouver un emploi, mais faire en sorte que la qualité de vie autour est intéressante aussi. Si je vous demandais de décrire rapidement Trois-Rivières, vous me diriez quoi? C'est la plus belle ville de la Mauricie, premièrement. Et la Mauricie, c'est la plus belle région au Québec. Les rivières qui nous abreuvent ici rendent l'endroit magnifique sur le plan géographique, touristique. C'est un milieu de vie intéressant. La ville est à taille humaine. La circonscription, c'est la ville ici. C'est à taille humaine et ça permet aux plus jeunes comme aux plus vieux d'y trouver leur compte et d'être bien. Si vous aviez à me décrire Trois-Rivières en particulier, toute la région, mais en particulier Trois-Rivières en ce mois d'août 2021, en une phrase, vous me diriez quoi? Que c'est le secret le mieux gardé au Québec. Je suis peut-être pas très original en disant ça, mais Trois-Rivières, c'est quand même une métropole régionale, là, 140 000 habitants, située à mi-chemin entre Québec et Montréal, desservie par des autoroutes, par un port, des infrastructures portuaire majeure, par un aéroport aussi. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le développement économique de ce milieu-là soit très stimulé par justement toutes les infrastructures autour. Reste que la population est préoccupée par l'état des finances. Qu'est-ce qui vous semble le plus important comme enjeu électoral? Bien, l'électoral, c'est plus côté finances puis l'environnement. C'est pas mal ça. Est-ce que le gouvernement en fait assez là-dessus? Bien, il y en a peut-être trop fait côté avec les libéraux. Là. Ils ont trop donné d'argent un peu tout le monde. Ça a déstabilisé l'emploi et un peu d'autres choses aussi. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter? Oui, c'est pas mal décidé. Est-ce que vous pouvez nous dire? Non. Pas de problème. Un redéveloppement économique. C'est ça qui compte. Est-ce que vous avez l'impression que les candidats sont conscients de ça? Ça serait bon de le rappeler. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Non, je n'ai pas d'idée. Pas encore. On s'est promené dans les rues. Évidemment, ce matin, on a parlé à des gens, les gens de la rue, comme on dit. Là. Et pour la plupart, on leur a demandé quelles étaient leurs préoccupations, quels étaient pour eux les principaux enjeux. Et je vous dirais à 80 % à peu près, les gens nous ont répondu l'économie. L'économie. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas parce que, évidemment, la circonscription ici, c'est la 331e sur 338 en termes de richesse. Donc, le revenu n'est pas très élevé. Alors, le souci économique, il est bien présent. Il est présent chez les personnes âgées qui sont incertaines avec leurs prestations, par exemple. Il est présent chez les plus jeunes qui étudient dans des milieux qui sont parfois très pointus et ils sont inquiets pour leur futur. Ils ne veulent pas déménager parce que la ville est très jolie encore là. Mais évidemment, il y a des défis économiques importants. Le travail d'un député fédéral ici va être d'assurer que Trois-Rivières reçoive sa juste part dans l'ensemble fédéral. Moi, Comment on peut s'assurer de ça? Vous savez, moi, mon métier, c'est éthicien. Je m'occupe d'éthique. L'éthique, c'est ce qui est juste. Et puis, c'est pourquoi je m'implique à Trois-Rivières, c'est justement pour regarder l'ensemble et trouver la juste part, c'est-à-dire ce qui lui revient. Un des dossiers importants, c'est le train à haute fréquence qui relierait Trois-Rivières au Grand Centre et, selon les acteurs du milieu, attirerait ici les travailleurs qui vivent en banlieue de ces centres. On en parle depuis des décennies. Là, ça fait 3 élections de suite qu'on nous le promet, que les libéraux nous le promettent. En 2019, lors de la dernière élection, on a même annoncé quelques jours avant le déclenchement de la campagne l'instauration d'un bureau de projet pour le train à grande fréquence. Il a été instauré, mais il n'y a toujours pas de train qui roule derrière moi. Et là, on est à quelques jours encore du déclenchement des élections il y a quelques semaines. Et on nous l'a réannoncé encore, le projet de train à grande fréquence. Donc, tu sais, ça devient un peu une annonce récurrente et on a surtout hâte de voir du concret, là. Moi, j'appelle ça l'intention de train. Vous savez, un plan, c'est pas un train. On voyage pas en plan. Est-ce que les gens y croient encore? C'est drôle à dire parce que même la Chambre de commerce cette année, qui a toujours pris position en faveur du train à grande fréquence, à un moment donné, on a senti même de l'exaspération de leur part de dire « bien, faites quelque chose ». Parce que nous, c'est pas qu'on va débarquer du projet, mais on va concentrer nos énergies ailleurs. Parce qu'à un moment donné, on peut pas passer 10 ans à revendiquer ce projet-là. Quoi qu'il en soit, cette année, 3 candidats sur 4 n'ont jamais fait de promesse électorale puisqu'ils se lancent dans l'arène politique pour la première fois de leur vie.
En 2015, Trois-Rivières a choisi le NPD pour la représenter. En 2019, le Bloc québécois a remporté l'élection, mais de peu. Louise Charbonneau a obtenu 1466 voix de plus que son adversaire du Parti libéral. Elle ne s'est pas représentée cette année, laissant ses concitoyens orphelins, en quelque sorte. Yves Lévesque est sans contredit le candidat vedette. Maire de Trois-Rivières pendant 25 ans, il est connu non seulement dans la circonscription, mais partout au Québec. Aux dernières élections, cependant, il est arrivé 3e dans la course. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer à nouveau dans la course? Parce que je crois vraiment que je peux faire la différence pour la ville de Trois-Rivières. J'ai été quand même dans l'arène politique pendant 25 ans et comme maire de Trois-Rivières, le maire à la fusion municipale. Et on a vraiment changé l'image de Trois-Rivières. Et il y avait des dossiers que je tenais à cœur à titre de maire que malheureusement, je n'avais pas le pouvoir de réaliser. Et je suis convaincu que les gens me connaissent, je suis un travaillant, je suis un passionné et j'ai encore l'énergie pour défendre les intérêts de Trois-Rivières sur des enjeux importants, pas juste pour Trois-Rivières, mais pour la région et même pour le Canada. Il n'y aurait pas mon vote, je ne penserais pas. OK, alors on peut vous demander pour qui vous pensez voter? C'est difficile. Tout le monde dit tout le temps qu'ils ne rentreront pas, puis ils rentrent tout le temps. Fait que d'après moi, c'est parce qu'ils font le job. Puis je pense qu'ils l'ont bien fait pendant le COVID en plus. Là. Ils ont bien géré. Alors, au niveau fédéral, comme j'ai dit tantôt, il y a des dossiers importants pour la région. Et si je me lance là-dedans, c'est vraiment pas juste pour m'asseoir, c'est pour régler ces dossiers-là qu'on a à cœur depuis très longtemps. Ça, c'est une de vos réalisations ici? Bien oui, l'amphithéâtre Cogeco, on s'est battu pour ça. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté contre le projet dans le temps. Mais je suis un homme convaincu. Quand je suis convaincu que quelque chose est bon, pas pour moi, c'est pour la population, pour la ville de Trois-Rivières, pour notre rayonnement, notre positionnement, mais je vais me battre jusqu'à la fin. De quoi demain sera fait pour la circonscription? Ici, comme partout, la pandémie brouille les cartes et rend difficile l'exercice des prédictions. Si vous êtes élu le 20, le 21, qu'est-ce que vous allez annoncer pour aider cette circonscription à se relever, comme tant d'autres circonscriptions au Québec, c'est pas la seule, là, à survivre à cette pandémie? Écoutez, ça, c'est une très, très bonne question parce que, bon, nous, on ne formera pas le gouvernement. Donc, déjà, la possibilité d'action, elle est plus restreinte. Mais on va toujours continuer à proposer. On avait dit au départ, après la fermeture des frontières, on avait été très ferme là-dessus. On en a parlé hier et François Blanchet a fait un topo. Il y a certaines mesures qui devront, au-delà d'être dites, là, on va pousser pour l'application immédiate. Parce que l'effet sur l'économie, on commence à le voir. Ça va être un jeu de domino qui risque d'être fatal à bien des gens. Et ça, qui dit, moi, depuis le début, je dis, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, il y aura bientôt une crise sociale. D'ailleurs, les dernières semaines ont été très difficiles à Trois-Rivières parce qu'on est devenu un peu l'épicentre de la 4e vague au Québec avec des éclosions très importantes, notamment dans des établissements licenciés ici au centre-ville. Donc, en l'espace de quelques jours, on voyait peut-être de 1 à 2 cas par jour se développer et on est passé à au-delà de 75 à certains moments, dans toute la région de la Mauricie, j'entends, évidemment. Il est temps de se relever de la période de 18 mois, de la période surréaliste qu'on vient de passer avec la pandémie. Il est temps de se relever de ça. On a englouti des sommes considérables et il fallait le faire. Je pense que l'action gouvernementale a permis d'éviter à des centaines de milliers de familles de loader leur carte de crédit ou de déclarer faillite. Parce qu'il y a des gens qui vont proche d'avoir trop dépensé. Oui, mais moi, je pense que c'est le rôle d'un État, quand survient une crise comme celle-là, d'intervenir rapidement. Il y a eu des abus de toutes sortes, il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais la réponse, elle a été très rapide et elle devait l'être. Une réponse qui, selon Yves Lévesque, est loin d'être la bonne et amènera au contraire davantage de pauvreté. Je vous dis, l'inflation va mettre en péril la classe moyenne, va mettre en péril les personnes âgées. On le voit à l'épicerie présentement. Le panier d'épicerie augmente de façon exponentielle et c'est un non-sens. Alors, il faut vraiment mettre l'effort pour contrôler l'inflation. Et l'inflation aussi, elle est causée par le manque de main-d'œuvre. Si vous manquez de main-d'œuvre dans votre entreprise, les coûts d'exploitation augmentent. Et si on augmente nos coûts de production, qu'est-ce qui va arriver aussi? On va importer encore plus des autres pays. Alors vraiment, il faut regarder nos entreprises concurrentielles, s'assurer qu'ils nous ont la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir produire. Ça crée de la richesse, parce que quand les entreprises manquent de main-d'œuvre, ils perdent des contrats. Alors on perd de l'argent pour la collectivité. Alors si on veut être capable de se couper des gens pauvres et des organismes communautaires, il faut créer de la richesse. Non, dit le NPD, il faut plutôt aider les plus démunis maintenant. Il faut s'attaquer à la pauvreté et à l'extrême pauvreté. Je l'ai mentionné, on est 7e au niveau du revenu, le plus faible revenu parmi les circonscriptions canadiennes, donc il faut s'attaquer absolument à ça. De deux, on parle de gaspillage alimentaire énormément et de pollution. Il faut mettre en place des politiques de sécurité alimentaire pour que les gens puissent manger,
Parce que c'est pas normal que dans un pays, que dans une ville aussi diversifiée, aussi belle que Trois-Rivières, il y ait des personnes qui ne mangent pas à tous les jours. J'en sais quelque chose. J'ai travaillé comme intervenant psychosocial pendant plusieurs années dans un centre d'hébergement d'urgence où les gens venaient demander un petit peu de nourriture parce qu'ils n'avaient pas mangé durant la journée. Moi, je chiffre autour de 1000 logements sociaux qu'on va avoir besoin à Trois-Rivières. C'est ça que je vais pousser pour qu'on les aille. Peu importe le parti qui sera au pouvoir, moi, je vais pousser pour qu'on ait 1000 logements sociaux garantis pour Trois-Rivières parce qu'en ce moment, la liste de personnes qui se sont inscrites sur la liste et qui attendent un logement social tourne autour de 300 à 400, 500 personnes, ce qui est énorme. Trois-Rivières, une ville d'environ 135 000 habitants, bordée par le Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice, compte aussi, pour l'avenir, sur ses activités portuaires. Ici, on le voit, l'eau est partout. Et pour moi, l'eau potable, c'est un enjeu majeur. Hein, c'est pas de planter... Oui, c'est important de planter des arbres, mais en 2021, de voir encore qu'il y a 80 municipalités au Québec qui déversent des eaux usées dans Saint-Laurent, on a un problème majeur. Alors, mais là, sur les énergies fossiles, permettez-moi de vous interrompre, est-ce que vous êtes prêt à vous commettre? Est-ce que votre parti est prêt à se commettre? C'est le cœur du problème, les énergies fossiles. Est-ce que vous êtes prêt à dire aux citoyens, oui, il faut aller vers une diminution des énergies fossiles? Non, oui, absolument. Et si vous regardez le portrait des gaz à effet de serre sur le règne du Parti conservateur avant que le Parti libéral ait pris le pouvoir, ils ont été en meilleure situation qu'on est présentement. Je vais vous dire, je vais vous donner un enjeu que pas tout le monde voit au premier coup d'œil, mais qui est très important. J'ai commencé en disant Trois-Rivières, c'est l'eau. D'accord? Donc, on a ici l'érosion des berges du Saint-Laurent. On a l'usage fait dans les rivières, c'est-à-dire la cohabitation entre les gens qui font du wakeboard, par exemple, et les gens de la natation, des bateaux à moteur. Il y a donc l'utilisation de l'eau, mais il y a également tout ce qui est lié à l'érosion, le déversement qu'on va trouver dans les fleuves, l'eau pour le futur, le concept d'eau propre. C'est pas sexy comme débat, là. Mais c'est quelque chose qui, si on veut penser à demain, là, bien, c'est au Parlement fédéral encore là, c'est de juridiction fédérale, ce genre de choses-là. Il faut commencer à s'y intéresser maintenant. La crise climatique, est-ce que c'est quelque chose qui vous... Oui, sauf qu'il faut y penser sérieusement parce qu'on serait à minuit moins une, qu'ils disent, là. Fait qu'il va être temps qu'on y pense. C'est vrai que la crise climatique, elle nous frappe de plein fouet. Puis on parle beaucoup des grandes canicules, des feux de forêt dans l'Ouest, mais localement, ça nous a touchés aussi. On a ici, depuis quelques années, là, des inondations là, de façon répétée. Avant ça, on voyait ça aux 10 ans, aux 15 ans, des grandes inondations. Le fleuve, ses affluents, là, puis on en a plusieurs ici dans la région. Donc, on voyait déborder ça et les propriétaires étaient durement touchés par ça. Il fallait installer des sacs de sable. Là, on faisait appel à la solidarité des gens qui habitent les bords de ces cours d'eau-là. Donc ça, on le voit et c'est un peu notre impact qu'on constate, l'impact des changements climatiques. Si les constats font l'unanimité, les moyens pour s'attaquer au problème varient. Je pense que ce qu'il faut faire, absolument, c'est d'abord d'écouter les scientifiques là-dessus. Moi, je suis extrêmement préoccupé par les deux rapports là, presque consécutifs du GIEC qu'on a eu, le plus récent, il y a quelques semaines à peine, et ce qui me fait dire qu'il n'est pas minuit moins 5, là, il n'est pas minuit, il est minuit et 5. Donc, je pense que c'est important que chacune des actions gouvernementales, et peu importe le palier de gouvernement, ça inclut le fédéral, mais chaque projet, chaque aide financière, chaque intervention gouvernementale va nécessairement devoir se faire en ayant en arrière-pensée toujours la lutte contre les changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que ça veut dire la réduction du recours aux énergies fossiles? Je pense que oui. Une de mes propositions fortes, en fait, il y en a deux. J'aimerais financer des initiatives pour instaurer des jardins communautaires où les gens vont pouvoir viser, en fait, une certaine autonomie alimentaire. Je suis tout à fait conscient que ça ne va pas régler totalement le problème, bien évidemment, mais ça va amener un changement dans les pratiques quotidiennes. Donc, il faut encourager ce genre d'initiative-là. Et où la batterie? Elle est intégrée directement à l'intérieur du câble. On peut-tu les essayer? Absolument. Quel que tu me recommandes d'essayer? Ah, là, À ce point-là, puis là, je l'augmente en partant. Oui, bien, garde-le dans une ligne droite, tu peux l'augmenter. OK. Si je tombe, là, coupe de caméra. Oui, bien, les vélos électriques, c'est sûr que c'est de plus en plus populaire. Puis là, cet été, c'est sûr que aussi avec la pandémie, les gens veulent sortir. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Les résultats de l'élection aussi sont difficiles à prévoir. La lutte est serrée. En fait, la candidate, Mme Charbonneau du Bloc québécois, avait gagné avec moins de 30 %. Cette année, ça risque d'être à peu près la même chose. Donc moi, j'aime bien rappeler qu'il va probablement avoir le député qui va représenter Trois-Rivières va être élu avec moins de 30 % et peut-être autour de 30 à 32 % dans le meilleur des cas. Donc, il faut
quand même garder en tête qu'il y a 70 et probablement plus, si on considère les personnes qui n'auront pas voté pour cette personne-là pour qu'elle les représente. La qualité de la candidature des autres représentants de partis, elle est très grande, donc je pense que c'est un des plus grands obstacles, mais en même temps, c'est une des plus belles choses de cette course-là à Trois-Rivières, c'est qu'il y aura un débat d'idées. Salut, ça va bien? Ah ben, tu vois, je viens de vous apercevoir. C'est CPAC qui font un portrait de circonscription sur Trois-Rivières, la chaîne parlementaire. Martin Franqueur, natif de Trois-Rivières, ancien journaliste et éditorialiste au journal Le Nouvelliste pendant 27 ans. Il est passé de l'autre côté du miroir pour se lancer dans la course. C'est le genre de voyage qui ne permet pas de retour et la route est jonchée d'obstacles. Particulièrement dans les dernières années, moi, où j'ai été éditorialiste au Nouvelliste, j'ai développé un respect profond pour les personnes qui font le choix du service public, d'aller mettre leur face sur des poteaux, d'agir comme représentants, peu importe le palier, municipal, provincial ou fédéral. Ces personnes-là méritent le respect parce qu'actuellement, on assiste à l'autre extrémité, c'est-à-dire qu'ils sont victimes d'intimidation, de menaces, de propos injurieux. Je vais voter pour toi. OK. OK, parce que j'aime ta candidature. Bien, je l'apprécie, c'est gentil. Puis de me le dire, c'est déjà beaucoup. J'aime pas la décision qu'ils ont prise. Non, je comprends. J'ai déjà des adversaires qui ont commencé à critiquer certains éditoriaux, à sortir certains écrits dans lesquels j'étais plutôt critique envers le gouvernement, envers Justin Trudeau. Et je ne renierai pas du tout ce que j'ai écrit au cours des dernières années dans mes fonctions d'éditorialiste parce que j'étais un observateur privilégié de l'actualité et je pense qu'en certaines occasions, ce que moi j'émettais comme opinion pouvait rejoindre l'opinion qu'avaient certains de mes concitoyens là-dedans. Addis Simidjiza n'est pas non plus un inconnu à Trois-Rivières. Il est issu du milieu communautaire et du milieu culturel. Est-ce que vous vous êtes lancé dans cette course en étant convaincu de gagner? Non. Je suis totalement conscient qu'on a un gros travail à faire. Par contre, je me suis lancé dans cette course en étant conscient que j'ai une très bonne chance de gagner, comme les trois autres partis. Bien, parce que, vous avez mentionné, le NPD, c'est une grosse machine, parce que le NPD a été élu dans Trois-Rivières sur les 10 dernières années, 8 ont été représentés. En fait, 8 années, c'était le NPD qui représentait la circonscription de Trois-Rivières. Donc, il y a quand même un terrain fertile au vote NPD. Après, absolument pas. En fait, si j'avais la certitude de gagner, je ne ferais pas de campagne. Vous espérez combien de sièges pour votre parti, de façon réaliste? Réalistement, une demi-douzaine de sièges au Québec, ce qui est quand même très possible. Je sais qu'à Rimouski, on a une chance. À Montréal, 2 ou 3 circonscriptions. Trois-Rivières, c'est possible. Donc, une demi-douzaine de sièges, ce serait très, très réaliste et on serait très heureux d'en avoir. Fait-il une campagne atypique? Il s'est lancé dans la course tout en continuant ses activités professionnelles. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'atypique à travailler, à subvenir à ses besoins, à rester sur le terrain, à continuer à faire ses engagements professionnels tout en faisant une campagne électorale. René Villemur est éthicien, une profession très certainement auréolée de mystère. Est-ce que vous partez pas un petit peu perdant? Non, je crois pas. Vous savez, Martin Franqueur est connu de ceux qui lisent Le Nouvelliste, à quelque part. Moi, je suis connu pour d'autres choses. Ça fait 25 ans que je suis dans les médias nationaux, d'accord, pour commenter l'actualité politique, principalement l'action gouvernementale. Ça fait pas de moi quelqu'un de connu des gens de la rue, là, pas du tout. Mais par contre, comparativement aux 3 autres personnes, j'ai une expérience parlementaire par mes fonctions, j'ai une expérience de représentation. Je connais la juridiction fédérale très bien et la réglementation qui va avec. Donc, il y a une compétence avec 100 courbes d'apprentissage, là. Et ça, justement, moi, j'entends démontrer aux citoyens qu'on est capable d'opérer rapidement. Je ne banalise aucun des adversaires. Ce sont des gens de qualité dans tous les cas. Mais je dirais que j'ai un point de vue un peu différent. Le point de vue de l'éthique, c'est un point de vue qu'on ne retrouve pas beaucoup en politique. Et l'éthique, c'est pas juste de punir quelqu'un qui a pris un cadeau. C'est vraiment pas ça. C'est comment on conçoit le bien commun. Alors, concevoir le bien commun, c'est quelque chose à laquelle j'ai participé beaucoup dans le passé. Est-ce que c'est connu des gens sur la rue tout de suite aujourd'hui? Peut-être que non, mais on va leur faire connaître, par exemple. Les Trifluviens voteront-ils pour les candidats ou pour les partis? Les chefs, en tout cas, sont tous optimistes. Une quarantaine de sièges, c'est pas hors de portée. Ce qu'il faut, le défi du Bloc, c'est de faire bien comprendre aux gens que la loi, par exemple, sur le français qui était adoptée ou qui était proposée par le gouvernement fédéral, n'aurait pas vu le jour si le Bloc n'avait pas été là pour pousser.
la loi C10 sur la radiodiffusion n'aurait pas vu le jour si le Québec n'avait pas poussé pour l'ex... Et c'est ça, là. C'est que le rôle du Bloc québécois, c'est pas d'être le gouvernement, on ne le sera jamais au gouvernement, mais c'est quand même de surveiller, d'impulser des idées, des propositions, et puis de s'assurer de l'imputabilité gouvernementale. Le Parti conservateur met les bouchées doubles pour séduire les électeurs, non seulement en Trois-Rivières, mais partout dans la province, en jouant sur la corde sensible des Québécois. Il n'y a pas plus nationaliste que le parti qui peut prendre le pouvoir que le Parti conservateur. Ça fait partie de notre ADN, de reconnaître l'identité, de reconnaître l'autonomie des provinces. On parle du Québec, mais c'est important comme gouvernement. À partir du moment qu'il y a un gouvernement dûment élu qui fait des demandes tout à fait légitimes, qui nous pose aux provinces, on doit casser ces demandes-là. Et le Parti conservateur, c'est un parti de décentralisation. C'est un parti qui a confiance aux institutions locales. Quel est le plus grand reproche, mettons, focusé sur un en particulier, là, le plus grand reproche que vous faites au gouvernement actuel? Le gouvernement fédéral, c'est de ne pas tenir sa parole. Le plus grand reproche, c'est qu'on a eu, par exemple, en environnement, un discours pro-environnement avec l'énergie fossile de l'autre côté. On a eu sur le plan éthique, le plan qui me concerne, un premier ministre qui a été mis en accusation 3 fois par le commissaire à l'éthique, trouvé coupable 2 fois. C'est indigne. C'est un gouvernement de surface. C'est un gouvernement qui dit qu'il y a des idées, mais c'est un gouvernement qui, à travers la construction du Canada, affaiblit le Québec. Et ça, c'est pas bon. Le gouvernement minoritaire du Parti libéral, s'il a fait autant de belles choses qu'on parle de la PCU à 2 000 $, c'est grâce au NPD. Le revenu, en fait, pour les étudiants et étudiantes aussi, c'est grâce au NPD. La subvention aux entreprises salariales de 10 à 75 % c'est grâce au NPD. Donc, on peut faire des choses quand il y a un gouvernement minoritaire, quand on est dans l'opposition. Un jeudi soir au centre-ville de Trois-Rivières. Après une journée caniculaire, ça y est, cette fois, les rues recommencent à s'animer. Et les candidats prennent un bain de foule, ce qui, en cette année pandémique, risque d'être plus rare. Regarde, je se fais connaître ce défi. Se faire connaître, se démarquer des défis. Mais ça, à mon avis, on va le faire avec les idées lorsqu'elles seront présentées. Ça ne sera pas avant. Votez pour qui vous voulez, mais allez voter. C'est important. Vous êtes de où? La Naudière. La Naudière? Oh, il y a un gros bloc plus que vous. Oui, il est non, c'est bien ça. Toi, Je vais y mettre tout mon cœur, toute mon énergie. Je suis assuré de ça. Ah, ben, hey, la meilleure des chances. Merci Fais attention à toi. Merci, Régent. C'est de derrière à devant. C'est de la faute que je fais à chaque fois, moi. Sur le terrain, les candidats se côtoient. Le ton est bon enfant et on en oublie quelques secondes, masque et distanciation physique. Ça s'intersecte. Ah, bonjour, d'accord. Bonjour, Marie, comment ça va? Très content de te voir, mon ami. Moi aussi, content de te croiser. Oui. J'avais déjà croisé Yves un petit peu. Oui. Ben oui, mais moi, j'ai dit, on a des gens d'idées en place. Je pense que oui. Parlez-moi de ça. Je pense que oui. Je trouve qu'on va avoir une belle campagne parce que c'est justement... On fait la paix, pas de problème. Pour CEPAC, Catherine Lafrance, à Trois-Rivières.